Bonjour, c'est la Fran du montage. Je viens de m'apercevoir que nous parlons de cet épisode comme le premier. Ce qui n'est pas totalement faux vu qu'on l'a enregistré en premier, mais c'est le deuxième qui est diffusé. Si vous pouvez en faire abstraction, ce serait fort sympathique. Désolé, bonne écoute et bisous. Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques à tous et à toutes, nous sommes Fran et Dru. Et nous rouspétons sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, sur des sujets donc divers et variés, mais toujours avec la plus grande bienveillance. Et le sujet d'aujourd'hui est... le rapport à l'échec. Franchement, je trouve que c'est une belle introduction de sujet. Ah bah merci. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de notre rapport à l'échec, que ce soit des échecs pro, des échecs perso. Quand on a essayé de réfléchir à ce sujet, on a pensé à une petite structure pour que... parce que nous entendre papoter, c'est sympa, mais si on sait où on va, c'est quand même mieux. Donc on va vous parler un petit peu des espèces d'étapes, genre la réaction, la sidération, la colère ou la tristesse. Vous verrez qui est colère, qui est tristesse. La honte et enfin cette espèce de recul qu'on a après un bon gros échec. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'échec ? Ce serait un peu genre quand tu voulais arriver à un truc et que tu n'y arrives pas. Peut-être un changement inattendu de trajectoire, peut-être. Inattendu Ouais. et décevant, mais bon, décevant, ça rentrerait un petit peu dans les clous qu'on s'est fixés pour cet épisode. Mais Je pense que l'échec, on s'y attend pas forcément. Parfois, il te tombe sur le coin de la gueule. C'est pas forcément un concours qu'on rate ou un truc comme ça. Parfois, c'est, je sais pas, découvrir qu'une personne est pas ce qu'on pensait ce qu'elle était et on se fait « Oh non !» C'est un échec, cette relation. On peut dire que c'est un peu ça aussi, l'échec. ouais. Quoique. Bah, c'est hyper large, en fait, l'échec. Pour moi, c'est genre négatif. Oui. En fait, il y a plusieurs critères. Moi, il n'y a pas de Il faut que ce positif, soit en tout cas. ouais, négatif, du coup. Il faut que ce soit peut-être soudain, aussi. Ouais. En tout cas, On peut s'y prise, attendre un la peu, prise en mais compte, ouais. elle est soudaine. C'est un truc que tu peux pas changer. Quelque chose de peut-être extérieur aussi, Ouais. avec un élément extérieur. On dirait la force majeure. Tout à fait, c'est ce que je me suis dit aussi. Imprévisible, irrésistible, extérieur. Bah, c'est un peu ça, en fait. Bah ouais. Quoique, imprévisible, on peut en tout cas, moi, je me suis attendu à des échecs dans la vie. Et souvent, ils sont arrivés. Mais ça n'en fait pas moins un échec, je trouve. Ouais. Bah, souvent, c'est le résultat d'une prise de risque qui est partie en cacahuète, quoi. Tout simplement. Donc ouais. Et ce serait quoi, toi, ton rapport à l'échec ? Bah moi, ça, franchement, a priori, ça va. Mais peut-être qu'après moult discussions là-dessus, je vais peut-être changer d'avis, ce qui ne m'étonnerait pas du tout de moi, parce que c'est bien mon genre, de me mettre des écrans de fumée et ensuite me rendre compte, ah bah non, en fait, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc ouais, moi, en tout cas pour l'instant, il est pas trop mauvais, mon rapport à l'échec. Ça va. Je trouve que j'arrive à retirer quasiment, ou voire tout le temps, quelque chose de positif de mes échecs. Donc c'est plutôt cool. Après, j'en ai eu... En fait, j'ai jamais eu une vie hyper... pas successful, mais elle est très 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 bien, ma vie. C'est juste que j'ai eu pas mal d'embûches et disons que le système scolaire n'a pas été adapté à moi, ou je n'ai pas été adapté au système scolaire, ça c'est un autre débat. Mais bon, voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette thématique, parce que Dru est plus échec perso, entre guillemets, et a un bon rapport à l'échec, dans le sens... je vais continuer. Ouais. Et moi, je suis plus échec pro, dans le sens scolaire, et j'ai un super mauvais rapport à l'échec. C'est pas du tout... en tout cas, moi, je le gère super mal. Du coup, la thérapie, on va reprendre là-dessus. Mais en tout cas, l'échec, c'est pas... en tout cas, je pense qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement. Et on s'est dit que ça pourrait être hyper intéressant de vous parler de deux versions, plus ou moins, qui sont en plus bien différentes de nos échecs respectifs. Ouais. Même si on a quand même été souvent ensemble quand on a vécu ces échecs. Je veux dire, toi et moi, on a toujours été genre à côté quand... Enfin, toujours été, non, depuis quelques années juste, à côté quand on subissait, entre guillemets, des échecs. Donc on a pu être un peu les spectatrices l'une de l'autre de comment on réagissait,
notre rapport justement à l'échec, comment l'aborder, etc., etc. Donc toi, du coup, tu as un très très mauvais Rapport à l'échec. Ouais, et en fait, c'est un trait de caractère où je suis pas trop fan, mais bon, après, ça fait partie de moi. On verra ce qui est pathologique ou pas avec mon ou ma psychologue. C'est juste qu'en fait, je suis turbo rancunière. Je suis butée. C'est des côtés que j'aime pas trop. En fait, j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose. J'aime bien ressasser le truc, j'aime bien en parler plusieurs fois et en faire mais d'ailleurs, à ce propos, j'étais pas d'accord sur ce qui s'est passé à Sciences Po. Des trucs comme ça. Donc, moi, j'aime bien ressasser. J'aime bien ne pas voir la leçon tout de suite et j'aime bien faire oh, fais chier, merde. Voilà. Donc, pas un super rapport à l'échec, non. Arrive, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas toi une mauvaise personne. J'espère pas. Les auditeurs, auditrices nous le diront. Les 3. Donc c'est pour ça que pour ce premier vrai thème de Turbodu, on s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Donc le rapport à l'échec, on peut faire la première partie entre très gros guillemets, la réaction, le choc. Quand tu viens juste de l'apprendre. Toi, tu as des caractéristiques un peu physiques. Quand tu viens d'apprendre quelque chose, quand tu viens d'apprendre un échec, et moi je suis plus en latence. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que c'est toi tes petits symptômes? Mes petits symptômes. Qu'est-ce que tu ressens? Écoute, ouais, pas de souci, bien évidemment, on est là pour ça. Donc ouais, moi il y a deux choses qui changent en fait, qui évoluent d'une façon assez négative du coup, c'est le côté moral et le côté physique. Donc moralement, quand j'apprends un échec évidemment c'est douche froide, genre littéralement sueur froide, on dirait un malaise vagal mais en plus chiant parce que ça va rester plus longtemps du coup. Donc ouais, malaise vagal, grosse goutte de transpiration dans des endroits où on voudrait pas qu'il y ait de transpiration. Je transpire beaucoup des aisselles moi. Ah moi c'est du quand je suis en stress. Non, de manière générale. Et attends une seconde. Ouais, excuse-moi. Oh, t'inquiète. Mieux. Ouais, bien parler dans le micro. Oui, c'est tout. Ouais, je me rendais pas compte. Désolée. Non, t'inquiète. Et donc ouais. Donc ouais, on est sur de la grosse transpi, on est sur je sais pas, une espèce de visualisation. Non, donc en fait, je me dis non mais c'est pas possible. Ouais. C'est un rêve en fait, c'est pas possible. Je vais re-regarder. Toi t'es dans le déni tout de suite? Je suis dans le déni, mais moitié déni, tu vois. Genre il y a une possibilité que ce soit pas possible, genre que je suis en train de cauchemarder parce que mes cauchemars sont hyper réels. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ah ok. C'est ça. Donc je me dis toujours, il y a peut-être une chance que ce soit un cauchemar. Et bien souvent non, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc il y a ça et ensuite il y a la partie physique qui ouais, moi, après ça me rend vraiment malade, en fait. Oui. Genre, vraiment, vraiment, vraiment malade. Et ouais, j'arrive assez vite dans le déni. Ça, c'est clair et net. Et même physiquement, je suis là, non, mais c'est pas possible. Oui, ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un peu flou, je suis désolée. Mais ouais, c'est comme un pré-malaise, en fait. Ouais, pré-malaise. Que ce soit moralement ou physiquement. Ouais, moi, comme exemple que j'ai en tête, là, en fait, à la fin de ma première, première au lycée, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Donc en fait, j'ai commencé à faire une prépa, et comme j'étais dans la région parisienne, je me suis fait, moi j'ai fait un bac ES, j'aime bien l'économie, j'aime bien la sociologie, pourquoi pas tenter le concours de Sciences Po. LOL. En fait, j'ai fait une prépa en même temps que ma terminale parce que je voulais pas perdre un an si jamais ça merdait. On sent l'embrouille venir. Évidemment, au concours, j'arrive épuisée parce que entre la prépa, la terminale, le concours Sciences Po Paris, le concours Sciences Po Province, c'était hyper chaud. Donc en fait, je me suis chiée lamentablement. En fait, j'étais dans les deux derniers tiers. Non, si jamais le truc était 1, 2 ou 3, j'étais à la toute fin du 2, tu vois. Ok. Vraiment, genre, même si tous les premières personnes qui avaient été sélectionnées à Sciences Po Paris avaient toutes renoncé, et que les personnes qui étaient juste après dans les listes d'attente avaient elles aussi renoncé, je ne serais pas rentrée à Sciences Po Paris. Et en fait, moi, c'était vraiment la sidération, dans le sens où je recheckais, genre j'ai rechecké plusieurs fois la même ligne en mode attends, mon nom de famille, ah bah non. C'est plus du déni que de la sidération, c'est plus t'as de l'incompréhension, une espèce d'incompréhension. Ouais, parce qu'en fait, je me disais, si je travaillais assez fort, je vais y arriver. Ouais.
Et en fait, pas toujours. Enfin, toi, en fait, l'échec, c'était juste pas quelque chose. C'était pas une option. Ouais. C'était pas une option, ouais. C'était pas concevable. Ouais, ça me fait penser à un t-shirt que j'avais qui était vraiment pas fou. Le slogan, c'était Failure is not an option. Du coup, en français, l'échec n'est pas une option. Et en fait, c'est une pression pour une enfant de 17 ans. Du coup, en fait, j'ai craqué, entre guillemets. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Du coup, tu dis, burn-out, 17-18 ans, c'est la meilleure idée du monde. Donc, en fait, ce premier échec, enfin, c'était pas vraiment le premier, mais l'échec qui m'a le plus marqué, ça s'est mal terminé, entre guillemets. Mon corps était épuisé. Pendant 2-3 mois, j'ai rien pu faire. J'ai passé mes vacances au lit, mes vacances d'été. C'était pas fou, quoi. Donc, très mauvais. Cet échec-là qui a bien marqué la façon dont je me comporte par rapport à l'échec était pas fou. On va se dire ça comme ça. On va se dire ça comme ça. Et aussi dans les échecs, en tout cas moi que j'ai eu, c'est souvent des échecs un peu pro, enfin, dans le sens à l'école ou des choses comme ça. Et je me souviens, je crois que je te l'ai raconté ce week-end. Probablement. Au collège, en fait, il y avait les félicitations du jury. Oui, c'est vrai. Et si tu avais genre une bonne moyenne, ou que tu avais fait des efforts, ou que tu t'étais investi dans la communauté du collège, ils te donnaient les félicitations. Et moi j'avais eu les félicitations en 6e, en 5e, en 4e, et je les ai pas eu en 3e. Je sais exactement pourquoi. Et c'est pas que de ma faute, en tout cas, j'ai pas l'impression. Et ça m'a... putain, j'ai pas fini ça. Enfin, j'ai pas fini le cycle du collège, dans le sens, j'ai eu 5e, enfin 6e, 5e, t'as pas carton 4e. plein, quoi. Voilà, j'ai pas un perfect, entre guillemets. Et je sais pas, ça m'a marqué de ouf. Et en fait, même encore aujourd'hui, ça va un peu mieux. Avec aussi le truc avec Sciences Po Paris, ça va un peu mieux. Mais c'est toujours pas un rapport à l'échec hyper sain, quoi. Moi, ça va tout de suite vers la colère. Non, je comprends. Toi, je sais que tu vas plus vers la tristesse. Ouais, moi je suis pas vraiment en colère parce que je suis... En fait, moi mon rapport à l'échec il a commencé très tôt. Ouais. Du coup, il a commencé vraiment très tôt. En fait, j'étais très très bonne. Évidemment, ça revenait à l'école, etc. À la validation des autres. Enfin, la validation avec des notes, tes profs. C'est plus ça, ouais. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu un grand frère qui, lui, était un mauvais élève. Disons qu'il était très intelligent, mais il foutait rien à l'école. Ouais. Et les profs le voyaient, etc. Ah, mes parents aussi, donc évidemment. Mon frère est un génie, tout ça. Ça, on en reparlera on dans en notre parlera, épisode. mais bon, c'est pas grave. La psychothérapie, ça sert à ça aussi. De ouf. Et donc l'avantage, c'est qu'il avait pavé déjà ma route au niveau échec, c'est-à-dire que moi, l'échec, c'était une option. C'était une possibilité, puisque mon frère a vécu ça quand même pas mal de fois. Bon, peut-être que pour lui, c'était pas vraiment des échecs, mais bon, je sais pas ce qu'il avait dans la tête, honnêtement, donc c'est autant possible que ce soit des échecs pour lui que ça ne soit pas. Ouais. Donc c'est l'avantage. Donc ouais, je me suis jamais mis vraiment... Enfin, je me suis mis de la pression, mais en fait, c'était pas vraiment par rapport à moi, c'était par rapport à la perception des autres de moi. Ouais, c'est ce qu'on attendait de toi ou un truc comme ça. ça. C'est exactement ça. Bon, mes parents étaient déçus, mais c'était pas non plus à cata, mais quand je me prenais des notes de merde. En fait, en primaire, j'étais assez douée. En 6e, ça allait aussi, mais après, la 6e, c'est parti complètement en cacahuète, à tous les niveaux, en fait. C'est marrant, j'ai eu exactement l'inverse, moi. Ouais. J'étais vraiment une grosse... Enfin, en fait, je crois que je t'ai déjà raconté 12 fois, hein, mais en maternelle, j'ai failli me faire recal à la maternelle parce que mes bonhommes n'avaient pas de coups. Ouais, mais ça va. Real story. En fait, ils pensaient qu'il y avait un problème dans ma perception du monde, etc. Donc moi, j'ai eu l'inverse de toi, je pense. Peut-être ce qui explique aussi notre rapport à l'échec un peu différent, en partie. J'étais vraiment très très mauvaise en primaire, hyper à la traîne. Au collège, j'ai commencé à me réveiller un peu. Au lycée, ça allait mieux. Et en licence et en master, là, j'étais franchement une bonne élève. Ah bah ça, c'est peu de le dire, ouais. Et toi, t'as eu la courbe inverse. Ouais, moi j'ai eu la courbe inverse, mais l'avantage c'est qu'elle a commencé tôt. Donc j'ai pu m'y habituer. Bon, c'était un peu chaud parce qu'au niveau estime de soi, c'est pas non plus la folie. Ouais. Et j'avoue que j'en souffre encore, hein, concrètement. Mon estime de moi, elle est quand même très fragile. Tu veux dire que c'est l'inverse de la taille de notre ego? Elle est si basse, au niveau de la mer. Au niveau du sol, putain. Au niveau de la cave, tu sais. Ouais. Il me faudrait une cave. Enfin bref. Et donc, donc arrivé en collège, ça commençait à partir en cacahuète. Donc là, je commençais à me faire martyriser. Je commençais
Prendre des notes de merde, évidemment, moi, tout ce qui était apprendre les choses par cœur, c'était pas du tout ma came, mais vraiment pas. Parler à l'oral, n'en parlons pas, hein, c'est un vrai plaisir pour moi faire de l'oral, c'était même pas envisageable. Bon, maintenant ça va un peu mieux parce que j'ai pris un peu plus confiance en moi et je maîtrise encore un petit peu plus mon sujet, donc c'est quand même plus sympatoche. Mais à l'époque c'était vraiment l'enfer. Ensuite au lycée, note de merde, soit. Mais en fait, j'étais toujours très moyenne, en fait. J'étais toujours à 9, 10. Ouais, t'es celle qui passe... Ouais, c'est ça. Pour moi, aller en école ou quoi que ce soit après lycée, c'était pas envisageable, en fait. En fait, c'est ça aussi qui fait partie de mon appréhension de l'échec et tout ça, c'est que je me mets pas forcément en méga danger, en fait. Je me mets... je tente pas, genre Sciences Po comme toi t'as fait, etc., etc. Parce que pour moi, en fait, c'était direct la fac de droit. J'ai fait qu'un seul vœu et c'était fac de droit de Toulouse. Ouais, je m'en foutais, en fait. À l'époque, la fac de droit, tout le monde pouvait y aller, en fait. Ah, moi, j'étais tellement stressée. Je te jure, tu sais, t'as des limites. Genre, je sais pas, tu dois faire, je sais pas, civil licence. Enfin, en tout cas, à l'époque, je sais pas du tout. Enfin, t'avais genre civil licence, civil DUT, machin. Moi, j'ai fait absolument tous les vœux. Genre, la jauge était au maximum, alors que les 3 quarts m'intéressaient pas. Mais moi, j'avais une pression à 99% de moi, à 1% de l'extérieur. Peut-être un peu moins, plutôt 70-30, mais moi j'étais en mode non mais enfin je veux le meilleur pour moi-même, je vais y arriver et tout machin, c'est à se foutre des objectifs qui n'ont pas de sens, tu vois. Ouais. Toi c'était du coup fac de droit direct? Moi c'était fac de droit direct parce que de base je voulais faire fac de psycho, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas forcément de taf dedans, donc ça m'a un peu dégoûté, pardon. C'est vrai qu'on est vite découragé. Et puis bon, la fac de droit, bon, ça claquait un petit peu, et puis en plus vu le lycée dans lequel j'étais, c'était genre la moins pire option, on va dire. C'est vrai que Madame Dru, si présente, était dans un lycée qu'on pourrait nommer Totote. C'est-à-dire bien catho, avec un joli petit dress code comme on aime. Ah putain, ça aussi au niveau de slut shaming, c'était sublime. Ah ouais? Mais ça, ouais, oui, mais maintenant je m'en rends compte, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. Il y a pire, tu vois. Mais c'était vraiment genre les débardeurs, tu pouvais pas en mettre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pouvais, si t'en mettais un jour, ou même un t-shirt qui était un petit peu trop échancré ou quoi que ce soit, c'est pas qu'ils te disaient d'en mettre un autre, c'est qu'ils te prêtaient des fringues ridicules pour que tu te fasses humilier, en fait. Yes. C'était quand même un autre level. Ouais. Et puis je me suis rendu compte là récemment que en fait les standards étaient évidemment complètement biaisés entre mec et nana. Ah oui, ouais. Dans le sens où dans le règlement, t'avais les mecs ne pouvaient pas porter de shorts très courts, et les nanas ne pouvaient pas porter de jupe au-dessus du genou. Ouais. Le truc, c'est que les nanas qui portent des jupes ou des shorts au-dessus du genou, ça arrive assez souvent. Oui, en fait, sinon ça s'appelle un bermuda. Ouais, c'est ça. Mais surtout, je me suis rendu compte que les mecs qui mettaient des shorts très courts, quand je vous dis très courts, c'est au-dessus de mi-cuisse, ça n'arrive jamais. Ouais. Donc en gros, c'est mettre une réglementation sur quelque chose qui n'arrivera jamais pour les mecs et qui est relativement commun et je sais pas. C'est vrai que généralement, enfin les shorts ou même les jupes, enfin toi je sais pas, mais moi c'est mi-cuisse quoi. Surtout quand il fait chaud, quand il fait 35 degrés et que dans la salle de cours, t'as des trous dans les fenêtres et que c'est du simple vitrage, bref. En hiver, tu te pèles le cul et qu'en été, tu transpires tout ce que tu peux. Enfin, les jupes courtes, c'était nécessaire. Concrètement, c'était nécessaire. Et tu peux pas porter de pantacourt, hein. Meuf, tu m'as pris pour qui? La meuf qui s'offusque, tu sais, genre de... C'est pas vraiment le sujet. Mais attends, elle a dit Bermuda. En fait, on parle du rapport à l'échec et tout. Non. Bermuda. Ça aussi, je dirais pas que ça rentre dans l'échec, mais en tout cas, ça rentre dans le côté négatif de... surtout de la perception des autres. En fait, c'était de ma perception, de mon expérience avec l'école, pardon. C'était littéralement ça. En fait, c'était beaucoup de choses extérieures, mais bon, le truc c'est que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement fragile et d'extrêmement. Je suis une éponge en fait. Ouais. Je suis vraiment une éponge. Tu veux dire que t'es une spongex? Oui, si tu veux. Et je te hais, mais vraiment. Je vais te foutre par la fenêtre, mais avec tout mon amour. Ah non, je repars demain. Non, je pars aujourd'hui. Oui, tu pardon. Du coup, excuse-moi. Mais quoi? J'ai lavé tes draps, quoi. C'est pas faux. Et je te remercie. Ouais, merde. De le faire après que je parte. Oh, ça va. Bon, on a l'idée. T'es quand même bien. Oui, non, franchement, je suis bien lotie. Ouais. Zut, hein.
Oui, c'est vrai. Mais zut. En fait, elle m'a prêté son lit et elle dort sur le canapé. Mais elle a vraiment insisté pour que ce soit comme ça. Ah et oui, moi, oui, j'aurais dormi sur le canapé. Hein. Mais elle m'a fait non, tu dors dans le lit, pas de soucis. Oui, bah oui, parce que je peux pas dormir avec elle en fait. Ah oui, parce qu'en fait, je bouge un peu. Et je suis extrêmement Et j'ai tendance sensible, j'ai le à sommeil. coller. Ouais, un petit peu, ouais. Et j'ai chaud. No offense, mais ouais, un petit peu, ouais. Non, je comprends. Tu bouges beaucoup et le truc c'est que tu bougeais toujours sur moi en fait. Ouais, je suis désolée. Donc je là, fuis. Je suis vraiment navrée. Après, ton lit est pas très grand. Non, mon lit est pas grand. Honnêtement, c'est pas un lit qui fait 2 mètres sur machin. Je pense que c'est la taille Ouais. de base pour 2 personnes, vraiment pas grand, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça n'excuse rien. Comme vrai on est que des je bons, colle. des bons gabarits. Et t'as le sommeil un peu léger. Donc, Et j'ai le sommeil léger, donc ça aide pas. Enfin bref. Donc oui, Ce qu'on disait. du coup, le dress code, ouais, ça Ah oui. participait un petit peu à la... bref, en gros, ce que je ressentais à l'école, c'était vraiment genre, les cours, ça allait pas. Ouais. Les potes, c'était très moyen, Ouais. quand j'avais de la chance. Mm. Et... On fera un podcast, Ouais. un épisode là-dessus. Spécial. Non, mais je pense que ce sera hyper intéressant. Ouais. Enfin, j'espère. Ouais, Parce que moi, j'ai des trucs à te dire. Hein. Ah ouais, toi, t'as pris cher aussi. On va pas se mentir. Je pense que t'as pris plus cher que moi, franchement. Il n'y a pas de Il n'y a pas de hiérarchie, mais On a pris cher dans rationnellement. différents. Rationnellement, On a pris t'as pris cher. différents. Ouais, toi, moi c'était moral, toi c'était physique et moral. Donc, c'est pas faux. Moi, je voulais vraiment qu'on m'aime. Ouais, Cet échec. au bout d'un moment, je me suis dit fuck it. Et puis, Non, mais c'est vrai qu'après, on apprend que il faut être aimé par les gens qu'on aime aussi, tout simplement. ouais, pas par tout le monde. Mais bon, ça c'est. Bref, c'est un autre débat. Ouais, c'est tout un. On aime bien divaguer. C'est tout un processus. Un process. Je vais te faire bouffer ton micro, littéralement. Attends, non. Ah non, si. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui les a payés? C'est moi. Donc techniquement, je peux. Ils m'appartiennent. Les pauvres gens qui ont tapé sur genre le rapport à l'échec qui se sont fait non mais un petit truc posé, chill et qui entendent Putain de taré. Et des insultes, Devait énormément être- d'insultes de ma part. On n'a pas dit de 30 gros mots aussi déjà. Ça fait quoi? Non, mais j'ai Ça fait 30 minutes qu'on tourne. J'ai fait beaucoup de menaces par contre. Ah, je comprends. Ah bah arrête, tu me connais. Hein. Je ne fonctionne que par menaces. Toi. Ah putain. Donc du coup, on n'est pas du tout ensemble de façon romantique. God Ça no. reste un Yes. Yet. Mais c'est vrai que toi, franchement, à l'école, c'était vraiment pas facile, j'imagine, en plus d'organiser l'échec, enfin, dans le sens où moi j'ai toujours été le bon petit soldat, tu vois. Ouais. J'étais hyper influençable et je pensais que les notes c'était être intelligent ou pas, que mes parents allaient m'aimer ou pas si j'avais A, B, C ou D, ou 5, 10, 15, 20. Et en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, voilà. Non mais je comprends. L'école, ça n'a pas aidé. Mais moi, en tout cas, face à l'échec, après, évidemment, cet état de sidération et de choc, je Ouais. regarde mes notes, Ouais, bien sûr. moi, c'est tout de suite de la colère. Genre, envers moi-même, envers les autres, envers ce qui s'est passé. Il n'y a pas de « Oh non, je suis pas admise à Sciences Po, fais chier. » Merde, je suis pas admise à Sciences Po, fais chier. Mais la colère, elle est contre toi ou elle est contre les autres? Surtout contre moi, en tout cas. Parce que j'ai pas été capable, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un petit problème d'estime de soi également. Ouais, tu pense. aimes bien t'autoflageller. J'aime bien m'autoflageller, ouais. Mhm. La culpabilité, c'est quelque chose qui est commun dans notre famille, hein, Ouais. on va pas se mentir, c'est le principal argument. C'est une tradition, c'est pour ça que tu es en contact avec beaucoup de ta famille qui ne sont pas très sains. Ouais, putain. Ils pensent aux vieux. Ouais, notamment aux vieux, putain. Mais ouais, en tout cas, c'est tout de suite de la colère envers moi-même de pas avoir été capable d'atteindre des objectifs qui sont inatteignables, tu vois, genre le truc des félicitations au collège, bon bah c'était sympa, mais en troisième les circonstances ont changé. Sciences Po, il fallait vraiment vouloir y aller. J'ai aussi tenté l'ESJ, qui est l'école number one de journalisme qui est située à Lille. Et bah évidemment, enfin, j'avais aucune préparation, je me suis rétamée tout de suite, quoi. Tu fais les gros yeux en lisant mes notes. Bah, je C'est quoi ton comprends problème pas trop ton écriture des fois. Ah, mais c'est parce que j'ai écrit vite. Ouais. Oui, c'est pour ça, ouais. Bref, en tout cas, moi, c'est une colère qui est bien insidieuse, qui est pas cool, en tout cas, dans le rapport à l'échec. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment que je trouve une ou un nouvelle psy. Bah, je pense que ce serait pas mal, ou juste que tu développes peut-être par toi-même. Je pense que ça Ouais. va être un peu compliqué par toi-même. Hein, Ah, non, de toute façon, je te vexe. la Enfin, thérapie, c'est la ouais, c'est vie. exactement ça. C'est quand même plus sain quand c'est développé par quelqu'un de professionnel, hein, et qui Ouais. te connaît un minimum. C'est quand même mieux pour t'aider, pour juste pour le long terme en fait. Grave. Pour avoir D'ailleurs, quelque chose de viable sur le long terme, c'est petit tips pour les gens qui ont déjà tenu jusque-là. Si vous cherchez un psy ou une psy, vous devez bien vous entendre avec votre psy. Enfin, dans le sens, faut
faut pas que ce soit votre pote, mais faut que le courant passe bien. Parfois un psy peut totalement me convenir à moi et pas du tout à Dru. Donc si jamais vous êtes accompagné par un ou une psy qui vous convient pas, vous dites pas que la psychothérapie c'est pas du tout ce qu'il faut pour vous. Peut-être que c'est aussi un mauvais praticien, juste comme ça. Ah oui, c'est complètement possible, il y en a beaucoup des mauvais praticiens, soyons concrets, c'est comme dans n'importe quel métier. La gynécologie. Les violences gynécologiques, j'en ai bien eu moi aussi. Obstétricales, un vrai plaisir. Ah là là. Ce sera peut-être un sujet d'autre fois. Bon, je pense pas que ça... Peut-être le rapport avec le corps médical, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, ok. Si tu veux, je sais pas, les gars... Enfin bref. Tweet, mais bref. Et toi, c'est tout de suite pas la colère, mais non, plutôt la tristesse. Moi, c'est la tristesse directe en fait. Parce que je m'en veux d'un côté, mais je me dis, c'est le destin. En fait, je suis plus dans le côté, si ça s'est pas fait, c'est que ça aurait pas dû se faire, enfin, ce genre de choses. Ah ouais, t'es tout de suite... Ouais, okay. Je suis extrêmement calme dans le visuel de l'échec en fait. Putain, t'as du recul assez rapidement. Hein. Relativement, mais en fait j'ai du recul oui et non en fait, parce que c'est juste pas la même comment dire vision que toi. C'est pas plus compliqué, c'est juste que moi je suis moins dans le moment en fait, dans l'instant. Je suis beaucoup moins là-dessus. Pour moi. Un échec, c'est un acte manqué, c'est ce que tu as marqué sur ta superbe feuille. J'ai la chanson de Matt Pokora à chaque fois. À nos actes manqués. Et en fait, c'est chiant parce qu'elle reste cette chanson. Désolé. Donc du coup, pour moi, c'est plus un acte manqué, c'est plus genre ma vie aurait été différente. Peut-être meilleure si j'avais réussi là où sur le sujet. Mais c'est quoi toi les échecs auxquels tu penses? Moi, j'ai parlé un petit peu des pros Sciences Po, le SJ, etc. T'as des échecs pas du tout personnel dans le genre sentimentaux et tout ça. J'ai aucun regret là-dessus. Pour moi, c'est pas des échecs. Pour moi, j'ai toujours appris de mes relations qui se sont mal passées. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai un peu moins de mal. En tout cas, c'est des amitiés qui se sont terminées ou des relations amoureuses qui se sont terminées aussi. Je trouve que c'est, en tout cas, on en chie sur le moment évidemment, mais je trouve que c'est, en tout cas chez moi, c'est pas la même matrice de lecture, enfin la même façon de voir le truc que moi, ce soit pro ou perso. Ouais. Voilà. Je comprends. Toi, tu parlais de quoi comme échec du coup? Plus pro dans ton sens, c'est-à-dire plus école et taf. Ouais, déjà de pas avoir eu mon master 2, on peut dire ce qu'on veut, je fais la maline et tout ça, mais sur le moment, je dis beaucoup que j'ai aucun regret du fait que j'ai pas eu de master 2. Ce qui est vrai, franchement, j'ai vraiment pas de regrets, mais il m'a fallu quand même pas mal de recul pour comprendre ça. Surtout que ma vie, elle est quand même sacrément bien maintenant. Et elle aurait pas du tout été la même si j'avais fait ce master 2 là, vraiment. Parce qu'en gros, pour les personnes qui peut-être n'ont pas suivi, je sais pas si on a mis en ligne l'épisode 0, faudra qu'on regarde. Oui, on verra. Mais en gros, du coup, Dru et moi on était ensemble en master 1, c'est là où on s'est connus. Et en fait, moi j'ai continué en master 2 dans une spécialisation différente de la sienne. Et en fait, elle a pas été acceptée en master 2. Ouais. Voilà. Donc toi tu t'es arrêté malheureusement au master 1. Et t'as eu une petite période malheureusement oui et non parce que d'après ce que ensuite. Mais sur le coup ça m'avait fait chier pour toi. C'était un peu dur parce que je voyais tous les gens qui disaient oui alors moi j'ai été acceptée, tous les potes autour de moi qui ont été acceptés et tout ça, donc toi que franchement si t'avais pas été acceptée j'aurais pas compris. Ah franchement j'aurais vraiment pas compris. En gros en fait notre master en tout cas à l'époque quand on l'a passé, les sélections, j'ai jamais compris d'ailleurs ce système, les sélections en fait se faisaient à la fin du master 1 pour rentrer en master 2. Normalement avec la réforme c'est pas ça? Si c'est ça, mais ça dépendait juste des masters en fait. Ah ok. En tout cas dans ce master très bien organisé, c'était comme ça et en fait j'étais tellement stressée de éventuellement pas avoir de master 2 que moi franchement en master 1 j'ai tout donné hein. J'ai fait, enfin pas en mode lèche-cul, mais vraiment je me suis donné le moyen de mes ambitions. Devenue présidente de l'asso. C'est ça. En fait j'ai repris l'asso du master 1, j'ai été élue présidente. Pas la meilleure décision de ma vie, mais bon, on reviendra là-dessus. Non, si franchement, c'était un échec, mais on peut dire c'est un échec. En fait, c'était pas vraiment un échec, c'était surtout difficile, psychologiquement compliqué. Mais c'est vrai que j'étais présidente là, j'ai fait tous les TD, j'étais là à tous les cours, même les cours chiants qui n'avaient... Tu sais, genre, les cours soit le vendredi matin, de 8h à 9h. Ouais. Mais je n'allais jamais. Désolée pour les personnes qui nous écoutaient à fond. Je le ferai plus loin.
Ouais. Voilà. Ou alors, enfin, les cours pile pendant le déjeuner. Enfin, bref. En tout cas, je me suis donné à fond. Mon Master 1, c'était la priorité pour rentrer en Master 2. Donc, j'ai pas compris quand toi tu l'as. Après, on n'avait pas eu le même degré d'implication, etc. Et c'était pas encore une fois le même Master 2. Mais ça m'a tellement choqué. Sur le coup, j'ai la colère, hein, tout de suite de mon côté. Toi, peut-être un petit peu moins de colère. Tu veux dire par rapport à mon non-entrée dans ce Ouais. master? Ah J'ai ouais, trouvé ça dégueulasse. Ah ouais, c'était crado, mais je m'attendais pas à autre chose. En fait, c'était, il y avait une partie de sélection qui était très, comment dire ça joliment. Concours de popularité, moi j'ai. Ouais. Franchement, c'est ça. J'allais dire suçage de boule, mais oui, c'est peut-être. Ah oui, mais c'était du suçage de boule, mais je pense que je savais ensemble. En tout cas, dans ce, pas forcément dans la vie en général, mais dans ce master-là, ouais, c'était clairement du léchage de boule. Avec de l'hypocrisie. C'était insidieux, c'était juste. Et en fait, j'ai trouvé ça dégueulasse qu'un bon aliment comme Dru se retrouve en fait laissé sur le carreau face à des éléments qui étaient peut-être, en tout cas. Je vais pas dire con parce que c'est méchant pour eux, mais en tout cas tu méritais vraiment une place dans ce que j'imaginais être le Master 2. Après on a découvert que cette institution était nulle à chier. On nous a vanté les Master 2 comme le Graal en fait. Concrètement, si on était en Master 2, c'est que vraiment on était vraiment l'élite de la nation, qu'on était vraiment les plus intelligents, qu'on allait loin dans notre vie. On s'est quand même tapé 5 ans d'études en soi. C'est vrai que les Master 2 en tout cas, on est allé jusqu'au bout entre guillemets. Bah techniquement je suis allé au bout de ma maîtrise. Hein. Ouais, techniquement. Mais c'est vrai qu'ils nous l'avaient vendu comme le Graal. Hein. Mais complètement en fait. Et en fait, tout ce qu'ils nous ont vendu concrètement, c'était du vent. C'était du vent ou c'était de la merde, concrètement. Hein, en étant rationnel, c'était de la merde, concrètement. C'était vraiment du caca. Et pas juste pour être hypocrite ou quoi, hein, mais vraiment, enfin, les cours qui devaient... le droit, en fait, on dirait pas, mais c'est une matière qui bouge un petit peu quand même. Qui a des réformes, il faut se tenir un minimum au courant de ce qui se passe. Et en fait, là, les cours dataient de... la chute de l'URSS. Ah ouais, franchement, ouais, pas loin. Ouais. Franchement, c'était des vieux trucs. Par exemple, ce qui m'a choqué, c'était une présentation PowerPoint. Tu vois, quand t'as le petit trombone qui t'aide avec des... Mais oui. Je sais pas, tu vois, et il y avait ça dessus. Le truc, il date de quoi, 97, un truc comme ça? Honnêtement, je pourrais pas dire, mais au moins avant 2010. Ouais. Et c'est pas bien. Non. Et c'est vraiment je suis même pas sûr un bon que signe. À l'époque où les cours ont été créés, alors, le gars a fait son petit PowerPoint qui n'a pas changé depuis 20 ans. Je suis pas sûre que YouTube ça existait. Oui, du coup, pour toi c'est important. Mais non, mais par exemple, je sais pas, je cherche des références pop. Britney Spears n'avait pas fait Oh baby, baby, ouais. I was supposed to know. Voilà. Mais ouais. C'était même pas la fin des Totally Spies. Enfin bon, vous voyez. Pas les Totally Spies. Mais ouais. C'était vraiment archaïque. C'était ridicule en fait. Mais en fait, je suis sûre que dans plein de masters, plein de cursus et tout ça, ça se passe comme ça en fait. Ouais. Des vieux, très très vieux cours, des profs vieux de la vieille, etc. Ouais. Le petit couac, à mon sens, c'était que vraiment les profs et le master, même à l'extérieur, se présentaient comme le master de l'avenir en fait, plus ou moins, comme le master de référence, le meilleur de France, le meilleur dans tous les domaines, le plus ouvert vers le monde professionnel. Ça m'a fait rire quand même. Et tout un genre de trucs, genre c'est vraiment le master sur le piédestal, le meilleur master du monde, etc. On est dedans, surtout en master 2, on est dedans, on est les rois du monde. Ouais, on est les rois du pétrole. Le souci, c'est que très peu. C'est que finalement, très peu. Avec du recul et avec des inputs des deux masters principaux, des masters 2 principaux, c'est ridicule cette définition d'élite de la nation. On a envie de se taper de la tête contre le mur. C'était de l'embrigadement, le bordel. Hein. Un peu. Franchement. Il y a un petit côté jeunesse stalinienne. Honnêtement, ils nous poussaient à bout. En tout cas, je sais que les Master 2, de l'autre Master 2 que le tien, ils étaient à bout psychologiquement. Mais quand je vous dis à bout, c'est qu'ils pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient littéralement pas dormir, sinon ils pouvaient pas rendre ce qu'on leur demandait. Exactement, c'est ça, exactement. Donc ils ne pouvaient pas dormir. À chaque fois qu'ils disaient quelque chose, on les prenait pour des cons, ou on leur disait clairement que c'était des merdes, ou on leur disait si tu fais ça, en fait, t'auras pas de réseau, t'auras pas de c'était vraiment du chantage en fait. Cramé dans la sphère pro, alors qu'en fait, dans la sphère pro, ces professeurs ne sont pas du tout respectés.
personne ne les connaît, tout le monde s'en fout. C'est ça, en fait, finalement, au bout d'un moment, la vérité éclate, que ce soit dans 6 mois, 1 an, machin, pas dans le sens de gros scandale en mode ah, le Master 2 c'était de la merde, mais juste en disant, enfin, ces vieilles menaces toutes pétées en mode non, mais en effet, vous allez peut-être avoir des problèmes de réseau, et toi, panique ta mère, en fait. Le réseau, je me le fais moi-même, j'ai pas besoin de toi, connasse. Toi, tu l'as vécu un petit peu, enfin, c'est vrai qu'avec du recul, je pense que c'était presque la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Mais de sincèrement, pas mais rentrer j'en dans suis, ce Master 2. convaincue. J'en suis vraiment Du coup, est-ce convaincue. qu'on peut dire que c'est un échec? Bah, en fait, c'était un échec réussite. Un échec. Un réussite. Un truc comme ça, du coup. Non, mais je préfère laisser 2 secondes de flottement, comme ça tout le monde se rend compte de ce qui se passe. Quoi? Qu'est-ce que je dois gérer? Ce que j'ai préféré, c'est ton regard, mais encore une fois, ce n'est pas très radiophonique en mode. Imaginez quelqu'un qui a ses lunettes, genre juste sur la fin du bout du nez, qui vous regarde, genre vous avez pas rendu votre livre de Toto va à la plage, vous me le rendez 15 jours plus tard. Vous êtes sûr, hein? Vraiment? Vous allez pas avoir de réseau, hein? Vous venez comme ça là et vous me parlez comme... Ok. Vous savez qui je suis, hein? Bah, la documentaliste. Exactement. Bah là c'est littéralement, en fait c'est le Master 2, je sais que ça parle d'une blague du coup, mais le Master 2 c'était littéralement ça, c'était vraiment typiquement les gens avaient les professeurs et les responsables avaient un peu de pouvoir sur leurs élèves qui étaient 30, hein, non, même pas, je crois qu'ils étaient 25 ou je sais plus, mais entre temps 30 et 20. Venir. Voilà, entre 30 et 20 et ces gens-là, ces profs-là, ces responsables, c'est Rascal, on va dire ça comme ça. Ces gens-là se sont dit est-ce qu'on va pas leur foutre le moral en l'air pour montrer qu'on a un peu de pouvoir? Est-ce que justement on jouerait pas avec ces gens-là comme si c'était des pions? Et cette année, donc toi tu as eu la chance de donner des cours à des petits Master 2 du coup, qui sont issus du Master 2 que toi tu as fait. C'est ça. Et en fait tu t'es rendu compte que le professorat ils ne savent rien faire. Déjà, ils savent rien faire, mais c'est pas de leur faute, parce qu'en fait, quand t'es élève, le principal c'est d'apprendre en fait, et un professeur ça professe. Donc a priori, oui, tu fais. Je m'en veux que ça me fasse rire. Moi j'aime bien. Ah putain. Ah. Mais ouais, et en fait, surtout ce qui m'a vraiment choqué, c'est que, bon, après certes, c'est la Covid-19, machin, mes couilles, mais le truc ça fait 1 an quand même, hein, normalement. En septembre 2020, tu t'es douté que la Covid-19 allait se faire, allait peut-être revenir ou rester là en tout cas. Et en fait, ces pauvres petits, ça m'a vraiment choqué sincèrement parce que ils étaient totalement abandonnés dans le sens où ils avaient une directrice de master, directrice de master, et c'est tout. En fait, du coup, cette directrice, elle directe quoi. Donc, elle est un peu busy. Et en fait, ils ont personne, par exemple, personne leur a jamais appris à se présenter pour un entretien d'embauche, par exemple. Du coup, j'ai pris 30 minutes sur les cours qui étaient prévus et j'ai terminé 30 minutes plus tard, du coup. J'avais faim aussi. On a bien mangé après, ça allait mieux. La forêt noire. C'était mon anniversaire du coup, donc oui, c'est vrai. On se fait plaisir. Ça faisait plaisir. Et tu vois, personne leur a jamais appris. Tu vois, en licence, tu peux faire des espèces de simulations et encore, c'est peut-être pas toujours. Ça dépend des licences, j'imagine. Ouais. Et le fait qu'en master 2, putain, personne leur a jamais appris à faire. Voilà, je m'appelle nom, prénom, je fais telle activité, je viens auditionner pour ce poste-là, qui m'intéresse, machin. Ils avaient aucun repère. Donc je me dis, comment est-ce qu'on peut rabaisser des élèves autant et pas assurer derrière? Parce que le côté sympa de quelqu'un de casse-couille, de quelqu'un de trop carré, de quelqu'un de procédural, qui aime la procédure, c'est comment normalement les trucs sont carrés. Pas du tout. Vraiment pas. C'était ridicule. Encore, et franchement, ils se démerdaient bien, les gamins. Ouais, franchement, les gamins. Ils en voulaient. Ils ont tellement peu d'années de moins que nous. mais pour des élèves de droit pur jus, franchement, ils se sont vraiment bien débrouillés. En tout cas, ceux qui ont pris la parole, ils se sont vraiment débrouillés. Je suis pas convaincue, et ça je te l'ai dit, que ta promo, à toi, il y ait autant de gens qui se soient aussi bien débrouillés. Ah non, c'est sûr, mais tu vois, genre au moins la promo quand j'étais en cours, on avait été un minimum accompagné par une responsable pédagogique. Ouais.
qui avait fait ce genre de truc. Ouais, Moi, qui ça donnait des m'intéressait conseils pas. et Ouais, tout. Ça m'intéressait pas parce qu'après j'ai fait les trucs Pôle emploi et tout, puis t'étais là pour m'aider surtout, donc j'avais plus de réflexes et quelqu'un qui était déjà dans la pratique pour me donner un coup de main, parce qu'en fait mes parents travaillent, mais ma mère a le même poste depuis des millions d'années, et mon père c'est un autre sujet. On n'a pas envie de lui demander conseil tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc c'était particulièrement pardon, je t'ai craché dessus. C'était particulièrement compliqué, et je trouve que abandonner une promo comme ça et nous faire tout un caca nerveux en mode oui, non, mais le Master 2 c'est vraiment la crème de la crème du swag de je sais pas quoi de l'espace, et pas assumer derrière, je trouve que c'est vraiment chaud. Ouais, c'est exactement ça. Bref, on a un peu tout divagué ça. du sujet. Ouais, complètement, c'est ce que je me dis aussi. Je suis là, mais on va peut-être, ça fait une demi-heure qu'on dit pas du tout, voilà, qu'on crache sur le Master 2. Je sais pas pourquoi, mais je en sens soi... que c'est moi qui l'ai monté. Mais non, non, mais t'inquiète. Peut-être. Donc, mais après, je suis extrêmement reconnaissante des connaissances que j'ai pu glaner. Ouais, c'est ça. Pendant mon année de master 1, Ouais. vraiment, ça m'a énormément aidé. Concrètement, ça m'a au moins posé Ouais. les bases. Ouais. Mais ce qu'il faut autour, c'est-à-dire la personnalité, l'envie de bosser, la prise d'initiative et tout ça, savoir faire des recherches, pas attendre que ça cuit et que ça tombe tout cuit dans le bec. Exactement, et prendre sur soi, etc. Ça, je l'ai eu moi-même, mais après, on dit pas, encore une fois, on ne dit pas que les professeurs doivent être nos pères ou nos mères. Ah oui, non. Qu'ils doivent nous tenir la main, c'est pas du tout ça, mais c'est juste, il y a des nuances à apporter. Ouais. Il y a, quand tu te dis, quand tu donnes des leçons, quand tu dis que tu vas accompagner les élèves, que ils vont pas forcément jamais être seuls, mais ils seront toujours soutenus. En fait, c'est surtout aussi cette histoire de soutien. C'est vraiment le délire du master normalement. C'est exactement ça. C'est pas une histoire de prendre par la main, c'est une histoire de soutien. Et là, il y en a aucun. Ouais. Il y en a aucun, et ça m'a rendu dingue. Ouais. Ça m'a rendu complètement dingue. C'est pas nous de le faire normalement. Enfin, c'est pas du tout à moi de le faire. Mais non, c'est pas à toi de le faire. Je suis pas professeur, mais je suis intervenante extérieure vu que je suis une praticienne du droit, etc. Donc j'interviens dans ce sens-là, pas dans le sens cours magistral de 15 heures en mode blablabla. S'écouter parler, c'est un vrai plaisir. Yes, mais c'est vraiment du coup leur donner des connaissances de base, et le fait que en effet ils aient pas vraiment le socle du truc de la base quoi. Juste tu sais te présenter, tu sais pour quelle entreprise tu veux travailler, tu sais faire une lettre de motivation, tu sais vraiment faire un CV, parce que tes trucs de babysitting t'es mignon mais t'as 25 ans, donc si t'as pas d'autre expérience ce serait bien de reformuler un petit peu en tout cas pour les stages qu'ils cherchaient. Donc ça m'a choqué. Normalement, ça aurait pas dû être à moi de le faire, mais si personne le fait, enfin si je le fais pas, personne le fait. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que quelqu'un le fasse. De toute façon, là, ils ont pas le choix. Sinon, déjà que ton master, au niveau des bouchées, il y en a pas non plus. Ouais, de ouf. 3 pecnos sur 20 quand même. Oh, tu dois te douter qu'il y a une couille, hein. Bah ouais, après c'était des brels aussi dans ton master, mais. Ouais, quand même. Tu reconnais les brels un peu, non, un peu au début. Je sais pas, tu sens que dans l'humain, il y a pas de. Je sais pas, enfin, il n'y a pas d'étincelle. En tout cas, tu t'auto-mousses pas forcément avec ta promo en disant ouais, c'est l'avenir de la profession, juridique, du secteur, de blablabla. Tu essaies juste de leur mettre un peu du plomb dans la tête, dans le sens essayer de donner des connaissances pratiques, qu'ils fassent pas des phrases de 4 km parce qu'ils oublient le COD, enfin, de faire ça correctement, quoi. Ouais, non, mais c'est littéralement ça, qu'ils arrêtent un peu d'être juriste, sauf si c'est ce qu'ils veulent faire, en soi, s'ils veulent devenir prof, etc., évidemment. On ne fait pas forcément de généralité quand on parle, c'est juste là, nous ce qu'on a vu, perso, c'est vraiment nous ce qu'on a vu, etc. Je pense que c'est pas forcément du tout le même cas dans d'autres masters ou même d'autres cursus, c'est évident, mais je pense que ça doit être quand même relativement bien répandu. Mais bon, c'est ça. Et en fait, dans cette du coup, pour rattacher les wagons, ce rapport à l'échec, en tout cas chez moi, est encore un peu compliqué parce que j'ai envie d'être fière de moi-même. Donc en fait, après la colère que je peux ressentir, ouah, t'arrives à te moucher sans faire de bruit. Le talon bébé. Donc outre le fait de vouloir être fière de moi et du coup d'être en colère dès que j'ai un obstacle ou un échec, c'est juste qu'en fait j'ai un peu honte de pas y être arrivé, tu vois. Donc après la réaction, la première réaction, c'est-à-dire le choc, ouais. La sidération, la colère et la tristesse, et là maintenant on est à l'étape de la honte. Ouais. Et ça par contre on le partage. Ah ouais. Oui, moi j'ai bien la honte. J'ai bien la honte. Donc vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est juste que d'une part je m'en veux de pas y être arrivé.
parce que je m'étais fixé un objectif et c'est pour ça que dans les trucs de, tu sais, coaching, de vie, machin, en mode formuler des objectifs, genre même les résolutions du nouvel an, moi j'aime pas trop en faire parce que je sais que je vais mettre une pression mais hallucinante. Ouais, en fait c'est pour ça que je choisis de pas forcément me faire des objectifs en tout cas très clairs, parce que comme objectif genre être heureuse, ça j'essaye, tu vois. Mais par exemple faire 10 000 pas par jour, je sais que je serais capable de ressortir le soir, je sais pas, genre à 23h, s'il n'y avait pas eu de confinement et de couvre-feu, pour faire mes 10 000 pas de la journée, tu vois. Genre je serais capable de rester bloqué dessus en me disant non mais c'est un objectif, enfin c'est... Voilà, c'est pour ça que par exemple c'est ça, genre je choisis de pas faire de régime alimentaire dans le sens régime amincissant ou des trucs comme ça, parce que je sais que l'échec, si jamais je suis confrontée à ça, va être d'une violence innommable. Donc en fait je m'en veux de pas avoir réussi généralement, et je m'en veux aussi d'y avoir cru. Du coup j'ai un petit peu de self-dépréciation derrière en mode non mais de toute façon j'y arriverai jamais, je ne suis qu'une merde. Ouais, sans vouloir d'y avoir cru, ça aussi je partage ça. Ah ouais. Vraiment, ouais, complètement. Je me dis mais putain, je suis vraiment teubée. Enfin, c'est pas de la colère à ce niveau-là, c'est plus de la déception. Un peu d'amertume. Un peu d'amertume, ouais. Mais ouais, l'amertume est quand même assez fat. Ouais. On va pas se mentir, mais elle part au bout d'un moment, donc ça ouais, va. C'est déjà ça, franchement. Mais ouais, non, la honte, ouais. Clairement, moi je l'ai, mais ça se manifeste, tout simplement, je supporte pas quand les gens m'en parlent. Ouais. Et quand je dis que je supporte pas, c'est genre je vais m'enfermer dans ma chambre. Je dis rien, ça me fait mal physiquement quand les gens en parlent. Ça te fait mal dans ton corps ? Ça me fait gerber en fait. Ah. Genre littéralement vomir. Ouais, je vois. Et c'est super. Du coup, c'est fort agréable quand tu dois parler à tes parents ou tes grands-parents de tout ça surtout. C'est vrai que j'ai un peu la gerbe. En tout cas, genre dans mes mandibules, tu sais, genre là, ouais, ici, c'est hyper radiophonique. Ouais. Mais vous savez, vous avez une bouche normalement, un menton, l'arrière de la bouche. Et la mâchoire là, en fait, ça me fait mal là. En effet. Ouais. Comme là, une micro-courbature, un truc comme ça. Ouais, ou des petites décharges électriques, ou t'as envie de faire. Mais du coup, tu fais ce genre de choses, ouais. Très radiophonique. T'as vu, je l'ai pas fait dans le micro. Je te félicite, je pense que tu prends des bonnes habitudes. Pour tes onomatopées dégoûtants. Je peux en faire d'autres, hein. Ouais. Bobby. Bobby. On va faire un sondage qui veut l'étouffer avec un oreiller. Donc, je t'aime bien. Moi aussi. Donc ouais. Mais ouais, c'est vrai que toi la honte est très physique et tu te barres tout de suite. Ouais, mais en fait moi c'est vraiment tout le temps hyper physique. Je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. C'est même pas que j'essaye, c'est que mon cerveau il est câblé comme ça, c'est que je suis vraiment rationnel. Et j'essaye de là je ressens ça, là je ressens ça, là je ressens ça. Tu peux vite voir. D'un côté c'est cool parce que pour certaines choses ça m'a quand même pas mal aidé. Je pense plutôt aux ruptures amoureuses. Ouais. Ça m'a quand même pas mal aidé. Mais quand il s'agit de quelque chose juste un petit peu plus profond qu'une rupture amoureuse de quelqu'un que tu fréquentes depuis un mois, genre justement le fait que je sois pas prise en master 2, c'est quand même un petit peu plus profond. Je me rendais pas forcément compte de l'état dans lequel j'étais et ce que je ressentais et justement les conséquences psychologiques que ça allait avoir. Ouais. Et là les conséquences psychologiques elles étaient quand même un peu fat dans le sens où encore une fois je pense que le mot que je mets dessus c'est vraiment la honte. Ouais. Mais quand je dis la honte, c'est vraiment uniquement le fait que je ne supporte pas qu'on en parle. Ouais, je comprends. Mais quand vraiment, je ne supportais pas. Mais limite, je me mettais à hurler. Et pour tout le monde ? Pour tout le monde. Ouais. Vraiment pour tout le monde. Même à la télé, il y a un truc qui me fait penser à ça. Je suis là, non, niet, c'est mort. Bye. Ok. C'est pas possible en fait. Ça me ramène à ça. Et au même degré pour tout le monde, genre si ta mère t'en parlait ou ton voisin t'en parlait. Ah mais complètement. C'est le même degré pour tout le monde. Non, surtout pour mes parents, on va pas se mentir. Et sur les potes. Ouais. Je me souviens dans une certaine recherche de stage quand j'étais justement fait un master 1 et tout ça. Ouais. J'avais dit à mes amis de ne pas me parler de leur stage. C'était horrible et purement égoïste, mais sincèrement, je ne pouvais pas supporter qu'ils en parlent parce que c'est même pas une pression que ça me mettait, c'est juste que ça te ramène à la situation. Ouais, c'est ça, ça me revenait à la situation. C'était quelque chose d'intolérable en fait. C'est pour quelque chose d'aussi petit. La réaction était complètement disproportionnée. Mais je pouvais vraiment pas la contrôler. Tu peux pas t'en empêcher quoi. C'est ça, je pouvais vraiment pas. Comme la colère ou la tristesse, il y a personne qui va te dire arrête, je pense que t'exagères, tu es hystérique. Calme-toi. Calme-toi. Relax.
Non, mais c'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui meurent de faim. Donc ça, généralement, ça n'aide pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, en effet, tu le vois disproportionné comme aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, déjà, tu pouvais pas choisir ce qui était disproportionné ou pas, et forcément, la honte, malheureusement, c'est pas un sentiment qui se contrôle, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais la psychothérapie m'a aidé quand même pas mal avec ça, c'était quand même assez cool. Mais un petit symptôme aussi, c'est débile, hein, c'est quand je prenais une douche, je supportais pas d'avoir déjà de la passer en silence, ou même en musique, il fallait que je me mette une série. Ah ouais ? Pour pouvoir suivre un truc, en fait. Okay. Je pouvais pas rester seule avec mes pensées. Ah ouais ? Je ne pouvais pas. À la fin du Master 1 ? À la fin du Master 1, et même après tous mes échecs un peu fatas. Ouais. Vraiment, je ne pouvais pas rester seule avec mes pensées. C'était quelque chose. Et c'est même pas que ça m'angoissait, c'est que je savais que j'allais mal dormir ensuite. Tout bêtement, en fait. Ouais, j'imagine que du coup, t'as pas réussi à dormir beaucoup à cette période-là. Cauchemar sur cauchemar, je dormais 5 heures, un vrai plaisir. Plus le chômage ensuite j'ai fait 7 mois de chômage, que pour moi, c'est pas un échec, franchement. Ah ouais ? C'était plus une période de grosse trouillasse. Ouais. J'avais très peur d'avoir fait le mauvais choix, parce qu'en fait, j'avais juste postulé à un seul master. C'était le master de ma ville, du coup. Et une fois que j'ai eu le refus, je me suis dit fuck, mais d'un autre côté j'ai toujours voulu aller travailler assez vite, donc c'était pas non plus, voilà, je suis quelqu'un d'assez pratique, hein, je suis pas, les cours c'est pas pour moi. Et donc chômage, interview, je me rends compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à changer psychologiquement, et surtout quasiment toutes les choses qu'on nous avait dit en master 1 sur le fait de le monde professionnel et tout ça. C'est ou faux ou complètement à côté de la plaque, concrètement. Ouais. Donc une grosse remise en question de tout ce que j'ai appris, de moi-même aussi, de beaucoup de choses. Ensuite, je me suis fait, pour la petite histoire, embaucher pour un poste à extrême responsabilité alors que je sortais d'une maîtrise et que c'était mon premier vrai taf. Avant, j'avais fait du bénévolat, j'avais fait... oui, t'avais fait des petits boulots. Oui, c'est pas mon premier job, hein, mais c'est mon premier job lié... Voilà, en tant que salarié, etc. Aux connaissances que tu avais. Ouais, exactement. Et au bout de 2 semaines, je me suis fait virer. Ouais. Et ça aussi, ça a été très vite, très difficile. J'ai rappelé mon ex et tout, c'était un vrai plaisir. Ouais. Mais bon, il a été cool, donc c'est déjà ça. Et ensuite, remise en question encore plus profonde. Et c'est là où, quelques mois après, j'ai passé des entretiens et j'ai tout niqué, quoi, concrètement. J'ai littéralement tout niqué. J'ai eu plusieurs offres à un salaire 10 000 fois, littéralement, avec 10 000 euros de plus que mon ancien taf où je venais me faire virer. Donc par an, tu veux dire ? Oui, par an. Par mois, ce serait sympatoche. Net, cash. Dans une valise. C'est marrant. Ce serait si cool. Dans un casier de gare, tu sais, un truc comme ça. Le code 6969. Nice. C'est pratique. Ça se retient. Donc voilà. Donc je me suis quand même bien débrouillée, et là je suis dans une boîte dans laquelle je suis depuis au moins 2 ans. Un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, et je suis très heureuse dans cette boîte. Ouais, puis t'as fait tes preuves. Ouais, j'ai fait mes preuves, j'ai eu que des gens super. Ouais. Pour m'accompagner et tout ça, parce que bon, évidemment, ma confiance en moi, elle était au niveau du sol, hein, que ce soit pour mon interaction avec les autres, pour mes interactions avec les autres, ou par la qualité de mon travail. Ouais. J'avais très peu confiance en tout, en fait. Mais c'est ce que pose d'ailleurs souvent la question de l'échec, c'est que ça altère bien la confiance qu'on a en soi. Ah, de fou. Et c'est bon, je sais que c'est enfoncer des portes ouvertes, hein. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que t'en prends un coup dans le moral. Et l'échec, il faut se relever, hein. T'as toujours des trucs, tu sais, des phrases de motivation en mode non mais tomber c'est normal, il faut apprendre à se relever, ou tu sais genre tombe 7 fois, tu t'en relèveras à 8, un truc comme ça. Mais franchement, quand t'es au niveau du sol là, t'as pas du tout envie de te relever parce que ta confiance elle est dans les chaussettes. Donc on arrive au dernier stade de l'échec, c'est la leçon que t'en retires et le recul, enfin le moment où tu décides, quand t'es bien à terre là, bien, tu sais, genre le faciès sur le goudron, tu vois. Là tu peux faire que creuser là. C'est ça. Là où tu décides de te relever en fait. Ouais. Même si t'es pas relevé tout de suite, hein. Mais là où tu te dis bon, peut-être me relever quoi. Là tu veux commencer ?
pour en parler? C'est juste en effet que de toute façon avec la thérapie déjà ça peut de ouf aider parce que tu as des échecs forcément que il y en a que tu contrôles pas hein. Ton admission en master 2 tu pouvais pas le contrôler particulièrement, c'est pas toi qui l'as choisi, tu as essayé de tout faire pour en fonction de tes valeurs. Oui, c'est ça, ouais. Plutôt ça. Quoi, t'as pas voulu sucer? Écoute, j'ai pas voulu faire de lèche. C'est figuré en tout cas. J'espère, pour les autres gens. Mais en fait, c'est ça qui est un peu frustrant avec l'échec, parce que t'as tout le monde qui va dire non, mais t'en riras après. Bon, je vous cache pas que moi, Sciences Po, j'en rigole pas, tu vois. Enfin, c'est pas très drôle. J'ai pas trouvé ça drôle du tout. En tout cas, après, si vous en rigolez, vraiment, tant mieux. Mais moi, j'en rigole pas. Juste, il y a une bonne leçon qui en est sortie, que ce soit en effet Sciences Po, ou que ce soit l'école de journalisme à Lille dont je t'ai parlé. C'est qu'en fait. Je peux pas tout faire en même temps en fait. Et si j'essaie de me mettre dans un moule parce que j'ai peur de rien avoir du tout, dans le sens où en fait je savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie, hein, et encore aujourd'hui c'est flou. Enfin si j'ai une petite idée, mais pour l'instant je sais pas ce que je vais faire quand j'aurai 60 ans. Non mais l'avantage c'est que tu as la possibilité d'évoluer vers quelque chose qui est encore mieux, parce que là déjà la UT c'est quand même très chouette et ça te plaît vraiment de ouf. C'est ça. En fait ça paye pas de ouf, mais je suis vraiment contente d'être là et je me vois pas faire autre chose. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vraiment l'impression d'aider des gens. Mais en fait, c'est ça le truc un peu frustrant avec l'échec, c'est que la leçon met du temps à arriver. Donc après, c'est toujours tu donnes du temps au temps, machin. Mais c'est vraiment ça. Enfin, j'ai envie de me tirer une balle parce que si jamais j'étais en plein échec, je suis en mode tu sais où tu peux te le foutre ton temps. Faut être prêt. Il faut être, c'est ça. Faut être prêt à recevoir des leçons. De cet échec, mais par exemple aussi, c'est le truc de les félicitations du jury au collège. Oui. 6e, 5e, 4e. En fait, tu vois, j'ai eu tellement le seum en 3e de pas les avoir, et en fait, je me dis, quelque part, tout le monde s'en battait un peu les couilles, et je sais qu'en tout cas, moi, quand je vise la perfection, ça me met une pression qui est telle, puis pas la pression gentille, pas la pression genre je deviens gazeuse et je pète un peu, tu vois, et je dors mal de nuit, tu vois. C'est vraiment genre une pression, genre une torpeur de stress immense, je suis jamais arrivée, je suis vraiment qu'une merde, je comprends pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, machin, je vais être malheureuse, bla. Je sais qu'en tout cas la perfection, ce n'est pas pour moi. Enfin en tout cas je peux pas faire un 10 sur 10, un 100 sur 100, un 100%, un A+, tu vois. Mais je sais qu'en tout cas je veux pas y arriver. Ouais non mais c'est surestimé de ouf. Et franchement je préfère voilà, enfin juste que en effet le parcours académique que j'ai il est fort correct, et c'est vrai qu'on m'attendait pas forcément là où je travaille aujourd'hui, parce que c'est pas un truc classique dans une institution hyper reconnue, tu sais, dans des grands bureaux machin. Oui, je fais du télétravail. Oui, en ce moment je suis au chômage, mais je suis toujours employée dans la boîte, c'est juste qu'on a plus de thunes. Mais c'est vraiment des trucs qui m'intéressent. Donc pour moi, la leçon principale de mes échecs, c'était juste tu vas encore t'en prendre plein dans la gueule, meuf. Et il va falloir que tu apprennes à apprendre, enfin en tout cas comment dire, à pas genre rester bloqué sur l'échec, tu sais, à faire savoir te relever en fait. Enfin, c'est très cliché, on reprend encore les gros clichés de la phrase de merde là. Qu'il va falloir s'en relever, etc., avec le temps, blablabla, mais en soi c'est pas faux à mon sens, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué pour ma personne. C'est que concrètement mon caractère il s'est forgé après les échecs en fait. Ouais, c'est ça. En fait ça devient, moi, l'échec vraiment... ça devient, forge qui tu es. Mais c'est vraiment ça. Non, en vrai c'est ça. Oui, tu le dis avec une voix de connasse. Oui, mais je dis avec une voix de connasse parce que j'ai l'impression d'être une connasse. Mais ça fait vraiment devenir la personne qu'on est, tu vois. Et je pense ça forge vraiment le enfin c'est pas que ça forge, c'est vraiment ça te définit. Moi je trouve que ça te, en tout cas pour moi ça m'a défini en fait. Ouais, dans le sens positif, dans le sens oui, tout à fait. Cicatrice, plaie ouverte, mais dans le sens, par exemple, moi si j'avais été acceptée à Sciences Po, je suis pas sûre que j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui, et j'aime beaucoup la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà. J'aime bien aussi, on va pas se mentir. Non, c'est vrai, on se serait pas rencontrés, ça purait du cul. Ouais, en plus, je serais devenue quelqu'un que je suis pas, en fait. Ouais, je pense que je t'aurais pas forcément aimé, te connais. Ouais, puis vu comment j'étais malléable à l'époque. Ouais, c'est surtout. Je me serais réveillée à 40 ans. Ah, je ne veux pas être directrice financière. Fais chier. Quel décès. Non, moi, il y a un truc qui m'a quand même beaucoup aidé. Ouais. C'est déjà la psychothérapie, on va pas se mentir, c'est la vie. Et si vous pouvez pas forcément aller voir une ou un psy de votre propre chef et aligner le pognon. Parce que vous êtes mineur, parce que vous avez pas de thunes, parce que vous avez pas le temps, parce que vous n'avez pas trouvé de psy qui vous convient forcément, en tout cas tout de suite. Ouais. C'est ça. Déjà normalement, si vous êtes étudiant, il y a des process qui ont été mis en place pour justement vous aider là-dessus, pour vous mettre en contact avec des psys et surtout pour régler les frais.
Ouais. Ce qui est quand même pas dégueu, surtout en ce moment. Il y a eu des chèques psy. Il y a des chèques Il y en a psy, 3, il me semble. et il y en a... il y en a de plus en plus. Je crois que je crois que le nombre de séances prises en charge a été un peu... Je pense qu'on se rend compte que la santé mentale, c'est quand même quelque chose. Hein. Bah, surtout quand tu vois les étudiants qui font des déclarations. Enfin, je sais pas, ça brise le cœur. Franchement, ça brise le cœur. Ces pauvres... je suis juste très, 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 très heureuse de ne plus être étudiante maintenant. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais Bref, tout ça pour dire la chose qui m'a le plus aidée, c'était quand même... des gens qui m'ont vraiment aidé au niveau de ma self-esteem, de mon estime de moi, pardon. Ouais. Là, je pense à mon manager. Ouais. Dans mon... Non, c'est vrai que tu fais un truc genre pour l'NBA. Je remercie mon coach. En soi, dans mon cas, je te remercie toi, je rigole. Toi, je remercie C'était pas les parents et excuse-moi. tout. Non, mais t'inquiète. Mais surtout mon manager qui était quelqu'un d'extérieur en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a le plus aidé, c'est parce que c'était quelqu'un d'impartial. Et il m'a énormément aidé au niveau estime de moi. Ouais. Dans le sens où il me disait que ce que je faisais c'était bien, il essayait de me guider mais de façon complètement pédagogique. Il me charriait quand je faisais des trucs de merde, mais c'était jamais mesquin en fait. Ouais. Ce mec-là c'était vraiment un manager en or concrètement, il était pas du tout sûr de sa méthode managériale, mais en tout cas pour moi ça a bien marché. Et du coup là pour moi je gère à peu près dans mon taf. Et j'ai jamais été aussi heureuse, quoi. C'est con, mais non, j'ai jamais été heureuse. C'est vrai qu'en effet, on vous dira aussi qu'il ne faut pas forcément que votre bonheur ou votre estime de soi dépende des gens extérieurs. Mais je pense que ce que tu essayes de dire, et si c'est le cas, je te rejoins. Si c'est pas le cas, bah du coup, non. Je te baise. Vas-y, try me, bitch. C'est de vous entourer de gens qui sont sains, pas forcément bienveillants, qui sont bienveillants, pas forcément qui sont vos potes ou votre BFF ou voilà, peut-être juste des gens qui savent, en tout cas par exemple dans le travail en tout cas, qui savent travailler. Moi, mon patron, c'est vrai que il est cool parce qu'en fait il m'explique déjà ce qu'il veut, parce que souvent dans le milieu professionnel il dit tu me fais un rapport là-dessus, et j'ai envie un rapport, c'est-à-dire genre combien une de page, pages, 10 pages, 20 pages, 30 pages, tu fais des illustrations, tu fais des schémas, tu veux pour quand? Donc en tout cas lui il explique clairement, et il me dit en effet quand c'est bien, mais il me dit aussi quand c'est pas bien, et pas genre en mode non mais c'est pas du tout ce que je voulais, t'as pas compris machin. Il me fait ah non, je pense qu'on s'est mal compris ou je me suis mal exprimé. Et d'ailleurs c'est le dernier point. T'es en train de lire mes notes. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas à lire ce que t'as appris. Ouais, bah c'est justement ce que je vais dire. Okay. C'est que par exemple si vous avez eu un échec, que ce soit perso, pro, si jamais il y a une personne qui vous fait sentir clairement comme une merde par rapport à votre échec, que ce soit par exemple justement un manager qui serait pas bienveillant en disant non mais t'as vraiment rien compris de ce que je t'ai demandé, hein, mais t'es bête ou quoi, ou que ce soit un parent par exemple qui vous dise enfin moi mon père m'a dit ça à ma licence 1, il m'a dit je pensais vraiment pas que tu l'aurais, hein, parce que mal parti quoi. Et ce qui est drôle parce que t'as toujours été une méga tronchasse, donc oui mais bon c'est l'effort d'apprendre à connaître les gens, mais c'est un autre débat. Mais tu vois, genre si la personne vous fait vraiment sentir comme une merde, c'est que c'est pas vous le problème, hein. En fait un échec, je trouve que le mot échec en plus, surtout dans ma tête en tout cas, est hyper connoté négativement, mais par exemple dans la culture américaine vachement moins, et j'essaye de le faire un peu plus comme ça, dans le sens où en effet il faut voir l'échec comme une étape ou une différence de trajectoire ou un truc. En effet bon, moi j'avais pas vraiment prévu de pas être prise à Sciences Po Paris, mais le droit ça m'a plu, j'ai eu de la chance là-dessus. C'est juste qu'en effet si vous êtes entouré de quelqu'un qui est pas très bienveillant, encore une fois c'est pas vous le problème, je pense que c'est cette personne. Oui, après en partie en tout cas. Je pense faut pas oui, il y a toujours des nuances, une généralisation. Si vraiment quelqu'un te dit non mais là t'as pas du tout je suis compris, d'accord avec toi, mais bête, quand c'est plus insidieux, quand t'es mal à l'aise avec la personne et tout ça, là, moi, c'est un petit peu à nuancer, parce que c'est peut-être ta perception qui est le problème entre énormes guillemets. Ouais. Mais le truc, c'est qu'après un échec, t'es tellement fragile, t'es tellement vulnérable, que ta perception, elle fait n'importe quoi. Hein. Concrètement, elle est un peu all over the place, comme on dit. Désolée, je fais beaucoup de franglais. Je passe ma vie à faire de l'anglais, donc je suis vraiment navrée. Moi, je la juge. Parce que tu fais ça aussi. Mais moi aussi, je fais des franglais. Femme. Et ça va t'approuver. Donc j'ai pas forcément envie de généraliser là-dessus, mais c'est vrai que c'est un bon conseil, je trouve. De base, mais dans tous les cas, même si c'est pas forcément par rapport à l'échec, même dans la vie de tous les jours, les gens qui vous mettent mal à l'aise, qui vous rendent pas heureux, faut peser le pour et le contre, pardon. Si il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses, si la personne vous apporte plus de mauvaises choses que de bonnes choses,
Mais quel dégage. Ouais, après, franchement, quel dégage. Si c'est par exemple la première personne qui me vient en tête est un parent proche, mais par exemple si c'est dans votre famille, bon bah ça va être compliqué de dire bah je dégage, mais juste d'être au courant que peut-être cette personne n'est pas forcément très saine, en tout cas avec vous, en tout cas en ce moment, en tout cas cette problématique. Donc peut-être si c'est possible pour vous, peut-être de juste bloquer un petit peu les trucs. Par exemple quand ce proche parent me parle, je fais juste oui et puis basta. Enfin et après je viens de parler à toi parce que t'es quelqu'un de sain, donc c'est peut-être un peu, encore une fois, je nuance ton propos que tu as nuancé du mien. On va faire une pyramide de la nuance. Pardon, je t'ai shooté dedans. Non, c'est bon, j'aime bien. Donc, non, je suis d'accord là-dessus. Peut-être limiter les contacts. Ouais, quand vous pouvez, en fait. C'est juste, faites ce qui vous fait du bien. Ouais. C'est pas compliqué. Et pensez long terme. Le court terme, ouais. c'est. Même si la personne vous fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un piège. Si la personne vous fait du bien sur le moment, mais que après, par exemple, qu'elle soit passée chez vous, ou je dis ça de façon tout à fait innocente, qu'elle soit passée chez vous, vous vous rendez compte que bah non, juste c'est de la merde. Elle m'a parlé comme une merde. Elle a, je sais pas, elle m'a fait me sentir vraiment mal. Elle m'a fait me sentir comme le dernier des connards, quoi. Ouais. Alors que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est pas du tout votre perception là-dessus. Mais dégagez-la. Le court terme, c'est la mort. Enfin, c'est n'importe. Quand vous êtes face à un échec, le court terme, c'est pas votre pote. En fait, c'est vrai que c'est peut-être addictif. Excuse-moi, je te coupe. Pour moi, le court terme, c'est addictif. L'habitude. C'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux continuer. Bref, je t'aime. Et donc c'est pour moi ça peut être addictif le court terme. Ouais, clairement. Je pense que ça se voit dans beaucoup de relations, genre avec par exemple un ex ou même un pote. Je sais de quoi je parle. Ouais. Mais c'est vrai qu'en effet ça peut être facile de se réfugier dans dans le sens après prenez pas nos propos pour argent comptant. Là-dessus si. Mais clairement. attends je vais dire. Mais en soi c'est vrai que quand on a un échec, le court terme ça peut être plus facile parce que en effet vivre au jour le jour, de se dire on verra demain et puis voilà. C'est vrai que ça peut faire du bien par certains moments de se dire tu sais quand les choses sont incertaines, quand t'attends je sais pas un mail en particulier pour un entretien pro ou que vous attendez une bonne nouvelle, choses comme ça, le jour ça peut être cool parce que vous essayez de pas voir trop à moyen ou long terme et de toute façon parfois c'est pas possible, mais dans le cadre de l'échec, en tout cas dans le rapport à l'échec, le court terme, quand vous prenez des décisions, c'est peut-être pas la meilleure chose parce qu'en fait vous allez voir que comment vous vous sentez maintenant. Par exemple quand j'étais très très en colère face à Sciences Po Paris par exemple, j'aurais pu être hyper vénère contre tous mes potes qui eux l'avaient eu ou dire des trucs horribles à mes parents ou des choses comme ça, et je l'ai pas fait. Je suis allée me promener 3 heures, non mais je vais marcher, ça va, tout va bien. Et il pleuvait en plus ce jour-là, je m'en souviens. Justement, peut-être pas prendre d'échec, pas prendre de décision quand vous êtes face à un échec dans le court terme. Vous allez avoir des œillères, décisions, c'est ça qui vont avoir en plus des conséquences dans le long terme. Essayez de peut-être vous mettre en pause, si c'est possible, de juste, je vais prendre un step back, je vais prendre du recul, et je vais essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais en tout cas, dans le long terme, l'échec, ça sert toujours, même si c'est hyper violent, même si en effet... vous avez raté le job de vos rêves, si votre amoureux, votre amoureuse vous a largué comme une merde, s'il y a une amitié qui s'est hyper mal terminée, sur le court terme, t'es en mode la vie, cette sale race, vous avez 4 heures, pour ceux qui connaissent le palmacho. Mais dans le long terme, franchement, on se reconstruit et on se relève toujours. La confiance en soi met plein de temps à se reconstruire. C'est si facile à ébranler et si compliqué à reconstruire. Mais les échecs, honnêtement, en tout cas pour les miens, ont valu la peine d'être vécus. Ah oui, pour les miens aussi. Hein. Après, c'était pas non plus des échecs oui, ultimes, pas des échecs pas monstrueux. On a été quand même assez favorisés comme personne. On va pas le nier non plus. Mais vraiment, en fait, le choix de si on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le choix de la facilité, c'est en tout cas émotionnellement, quand il s'agit de vos émotions, c'est jamais une bonne chose. Ouais. Le choix de la facilité, c'est non, non. On lui dit bye bye. Non, mais c'est ça. Des fois, les décisions difficiles sur le moment sont tellement c'est quelque chose qu'on enlève de vos épaules en fait. C'est vraiment un poids en moins, mais un poids énorme en moins. J'ai vécu ça.
Ouais. Et c'est délicieux ensuite. La vie, tu te dis, tu reprends goût à des trucs en fait. Ouais. Vraiment, c'est ridicule de dire ça, mais vraiment, tu reprends goût à des trucs. La reconstruction. Mais voilà, tu souris plus, t'es plus heureux, juste envie de faire plus de choses. Et ouais, la reconstruction, c'est génial. Bon, le problème, c'est qu'avec la reconstruction, tu dois passer par la destruction. C'est ça. Tu dois prendre ton échec entre quatre yeux. Ouais, et vraiment le regarder. Analyser ce que tu ressens, pas forcément ce qui s'est passé, mais ce que tu ressens. Ce qui s'est passé, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est secondaire. C'est ça. En fait, c'est comment tu l'as vécu qui est vraiment important. C'est exactement ça, comment tu l'appréhendes. Et une fois que tu as fait ça, tu vois déjà ce qui peut te faire tiquer. Parce que perso, je sais que des fois, il y a des trucs qui me font tiquer et qui me rendent dingue. Ouais, il y a des gens qui me font tiquer aussi. Ben voilà, c'est ça. Et alors que pour aucune raison rationnelle, on va dire ça comme ça. Objective, ouais, c'est ça, exactement. Et au pire, qu'est-ce que je voulais dire en soi, c'est vrai que du coup, cette thématique de le rapport à l'échec est toujours très compliquée parce qu'il faut il faut essayer de voir à long terme les problèmes qui nous sont arrivés tout de suite. Donc, en effet, le court terme, ça peut être un piège hyper facile et essayer de bien s'entourer. Si une personne, encore une fois, vous fait vraiment sentir comme une merde, qui vous enfonce, il ou elle vous enfonce évidemment, par rapport à votre échec, ou même vous fait stagner, pas cool. Ouais, c'est ça. Un échec, on en apprend. Et vraiment, si jamais vous êtes dans un échec perso ou pro, là, maintenant, ça ira mieux. Franchement, en tout cas, moi je vous le promets, la confiance va se reconstruire, mais il ne faut pas la reconstruire n'importe comment, dans le sens où si vous n'avez pas les bonnes fondations, si le truc est pas sain, vous n'allez pas construire une maison dans un marécage. En fait, les fondations elles tiendront jamais, le truc va s'effondrer. Donc le but du jeu, c'est de vraiment assécher le marécage ou choisir un terrain plus propice à la construction immobilière métaphorique, n'est-ce pas et vraiment après reconstruire peu à peu. En soi, c'est pas la peine de vous dire tout de suite, il y a une injonction d'ailleurs à se relever tout de suite de gros échecs. Prenez le temps, en soi, c'est votre vie. C'est important et c'est sain. Le temps est sain. Prenez le temps. Franchement, je sais que c'est vraiment pas facile de se dire parce que vous avez autre chose à foutre. Peut-être que vous avez, je sais pas, dans une relation amoureuse qui s'est terminée, par exemple, vous avez le taf demain, parce que demain on est mardi, par exemple. Vous avez des potes à aller voir, vous avez une famille à entretenir entre guillemets. La vie continue, quoi. C'est ça, la vie doit continuer, mais en soi, vous pouvez aussi prendre le temps, vous, après, dans certains moments privilégiés, de vous replonger dans cet échec, même si c'est douloureux, pour pouvoir continuer vraiment votre vie et ne pas faire semblant de la continuer et de faire semblant que tout va bien. Ouais. Vous avez le droit que ça aille pas bien. Oui, ça, il n'y a pas de honte. On appréciera la construction grammaticale de cette phrase. Ouais, je pense qu'on est plus à ça près. C'est pas faux. Attends. Est-ce que tu as un dernier un élément petit truc à dire qui peut paraître très dans bête. Les trucs qu'on a appris de nos échecs? Bah ouais. Quand par exemple on a un échec dans un domaine, par exemple perso, je trouve qu'on peut trouver les armes, en tout cas pour se reconstruire, dans un autre domaine, par exemple le pro. Ouais. C'est pas antinomique en fait. Oui, pas la peine de se réfugier absolument à tête baissée comme la plupart des téléfilms M6 de Noël, par exemple. Littéralement, le protagoniste principal. Mais en effet, ça peut être cool juste de sortir du truc. Après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à être obstinée. Par exemple, si j'ai un échec pro, j'essaye. C'est pas. Le truc, c'est que rien ne t'empêche d'y revenir plus tard. Ouais. C'est juste que fais ce qui te fait du bien pour le moment, et peut-être qu'ensuite tu y reviendras. Faut pas s'obstiner dans une seule direction, par exemple. C'est ça. Encore, on va reprendre la métaphore de la rupture sentimentale. C'est pas parce que tu romps avec quelqu'un que 2 semaines après, tu dois absolument te mettre avec quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. C'est pas ça qui va te guérir. Loin de là. Ça va juste te faire prendre des mauvaises habitudes. Et ça va faire souffrir ça va faire souffrir l'autre, et ça va peut-être, je sais pas comment s'est passée ta première relation, mais logiquement, si ça s'est cassé, c'est que c'était pas forcément le top. C'est que ça va surtout te donner des mauvais réflexes que tu vas appliquer avec la nouvelle personne. Et ça, c'est pas ouf. Du tout. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et c'est un peu dommage. Alors que si, pour te reconstruire, tu t'étais servi genre du taf, de tes potes, du petit hamster d'à côté. Big up à Francis. Big up à Francis, meilleur hamster. Qui s'appelle vraiment Francis. Et qui est merveilleux. Et qui est une femelle. Bah parce qu'elle est trop belle, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis, Francis Cabrel, référence, tout ça. Ah ouais? Pas du tout. Ah putain, tu m'as fait peur.
Ou pas? Voilà, pas de Ah, elle a une petite moustache, on peut pas dire. C'est vrai qu'elle a une moustache. Elle est très bien. Et qu'elle chante la guitare. Ce serait beaucoup trop. J'ai un ukulélé, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, je sais même plus ce que je disais, mais je pense que je suis allée Se dans le grave reconstruire via autre chose. via autre chose. Voilà. Donc, rien n'est antinomique et juste faites-vous. Faites-vous confiance Ouais, aussi. surtout faites-vous confiance. Vous pouvez vivre sans la personne ou sans avoir été admise à Sciences Po, par exemple. Vous êtes quand même une personne à qui réfléchit un minimum, visiblement, et une personne à part entière qui est exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Tout bêtement. Donc voilà, prenez le temps. Ça se reconstruit. Les échecs, on en apprend. Et on espère que cette thématique vous a plu pour ce premier épisode de Turbodu. Oui, c'était laborieux, n'hésitez je pas, pense, mais c'est ça. Peut-être un tout petit peu laborieux, mais bon, au pire, ça nous ressemble. Ouais, N'hésitez pas à nous suggérer des thématiques qui pourraient vous intéresser. Et on va vous laisser, du coup, avec l'outro. Est-ce que tu avais un dernier truc à dire à nos auditeurs auditrices? Bite. Eh bien, bite.